Dans le modèle atomique de Rutherford, on avait vu qu'il y avait un noyau qui est lui entouré d'un nuage d'électrons, avec les électrons qui tournent un petit peu dans tous les sens, qui pourraient faire des orbites comme ça, qui pourraient faire des sphères. Il y a un seul problème avec ce modèle de Rutherford. C'est qu'il ne permet pas d'expliquer beaucoup de phénomènes. En particulier, ce phénomène-là, alors on va imaginer qu'on prend ici un tube qui va contenir de l'hydrogène. On peut prendre un autre tube ici qui va contenir un autre gaz, par exemple du mercure. Et on va imaginer un troisième tube ici qui va contenir du néon. Alors tous ces tubes sont sous très basse pression. Il y a les gaz à l'intérieur, mais la pression est vraiment très très basse. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est envoyer un courant électrique à l'intérieur. Donc de l'électricité, mais c'est entre guillemets, ça va traverser le tube contenant le gaz et ça va sortir. Et on va faire ça pour chacun des trois tubes contenant les trois gaz. Alors ce qu'on remarque tout d'abord, c'est que si on fait passer un courant électrique très intense à travers un gaz d'hydrogène sous très faible pression, on va obtenir une lumière qui sera violette. Si on fait la même chose avec du mercure, ce sera légèrement blanchâtre, bleuâtre. Et si on fait ça avec du néon, on aura une lumière rouge qui va sortir. L'émission de ces lumières propres à chaque élément, c'est absolument inexplicable si on utilise le modèle de Rutherford. Donc il y a un nouveau modèle qui était nécessaire pour expliquer cette émission de lumière. Et ce modèle, il a été créé par un scientifique danois qui s'appelait Niels Bohr. Niels Bohr, il a suggéré en fait que les électrons pouvaient être répartis sur des couches bien spécifiques autour du noyau de l'atome. Par exemple, on pourrait avoir ici une certaine couche et on aurait un électron qui est dessus. Si on envoie de l'énergie électrique par exemple, on va prendre ça en jaune. Donc encore une fois, je mets ça entre guillemets parce que c'est une approximation. On va envoyer de l'énergie sur cet électron. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va sauter alors sur la couche électronique qui serait au-dessus. Seulement s'il est sur la couche électronique du dessus, il serait légèrement instable parce qu'il est beaucoup plus élevé en énergie. Donc ce qui se passera par la suite, c'est que cet électron, il aura tendance alors à retomber sur la couche inférieure. Et lorsqu'il va retomber sur la couche inférieure, il va devoir rendre toute cette énergie. Et cette énergie a été acquise sous forme d'électricité, entre guillemets, et elle va être rendue sous forme de lumière cette fois-ci. Et donc, si chaque élément possède des couches bien précises, ça permettra d'expliquer pourquoi chaque élément va émettre une lumière bien déterminée. Donc pourquoi l'hydrogène va émettre une lumière violette, pourquoi le néon va émettre une lumière rouge, et ainsi de suite. Ce qui fait que finalement, Niels Bohr a créé ce nouveau modèle pour l'atome. Il y avait toujours ici un noyau chargé positivement, mais il y avait maintenant des couches électroniques, donc des orbites bien précises sur lesquelles les électrons pouvaient se situer, avec toujours autant d'électrons qu'il y avait de protons à l'intérieur du noyau. Alors, ces électrons ne sont pas répartis de n'importe comment sur ces différentes couches électroniques. Il a été déterminé par des calculs assez complexes, sur lesquels on ne va pas s'attarder maintenant, que sur la première couche, qui est ici, sur la deuxième couche, sur la troisième couche, il peut y avoir une quatrième couche, et ainsi de suite. Sur chaque couche, il y a un nombre
déterminée maximale d'électrons qui peut se trouver. Alors, la couche numéro 1, on va lui donner le nom de couche numéro K. La couche numéro 2, on va l'appeler la couche L. La couche 3, on va l'appeler la couche M, et ainsi de suite. En fait, pourquoi est-ce qu'on appelle ça la couche K, L, M, et on va continuer? Eh bien, ça vient en fait d'un monsieur qui s'appelait Charles Barca. Charles Barca avait utilisé ce système de notation et donc historiquement, on va continuer à l'utiliser. s'est rendu compte à cette époque que sur la couche K, il y avait au maximum 2 électrons qui pouvaient rentrer. Une fois qu'il y avait ces 2 électrons sur cette couche-là, eh bien, on ne pouvait pas en mettre plus. Il fallait passer à la couche suivante, la couche L, qui va accepter au maximum 8 électrons. Ensuite, sur la couche M, on aura au maximum 18 électrons. Et ensuite, sur la couche KLM, donc N, on aura maximum 32 électrons. Alors, ce ne sont pas des nombres qui sont complètement aléatoires. C'est qu'en fait, le nombre maximum d'électrons pour chaque couche, il est égal à 2 multiplié par N au carré, avec N étant le numéro de la couche. Donc N, ça c'est le numéro de la couche en partant de la couche la plus basse, la plus proche du noyau de l'atome.